Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire Intégrer l'IA sans sacrifier la QVCT, du discours à l'action. Donc, moi, je suis Suzanne Robic, je suis directrice du pôle projet innovation au sein de l'association Actis. La raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est que sur l'intelligence artificielle, on entend beaucoup de choses, beaucoup de promesses, beaucoup de fantasmes, parfois beaucoup d'injonctions d'aller plus vite, d'être plus productif, d'automatiser, d'optimiser. Mais il y a une question qui reste trop souvent en arrière-plan, c'est quel est l'impact de l'IA sur le travail réel, sur les salariés, les collectifs et les métiers. Et c'est précisément là que se situe ce webinaire. Donc aujourd'hui, l'objectif est double. Ça va être d'explorer les liens entre l'IA et la qualité de vie et les conditions de travail. Et puis, ça va être de vous apporter des repères concrets pour mettre en place l'IA et pour passer du discours à l'action. Donc, on va juste revenir très brièvement sur Actis. Nous sommes une association qui accompagne les entreprises sur 3 volets de la santé au travail, donc la santé physique, mentale et sociale, à travers des interventions d'infirmiers de santé au travail, d'assistants de service social, de psychologues, de formateurs et d'experts sur la QVCT. Et puis, pour anticiper les évolutions du monde du travail, on a la chance d'avoir un comité scientifique composé de chercheurs. Et Ishraf, spécialiste de l'intelligence artificielle, fait partie de ce comité scientifique. Et c'est elle qui va intervenir aujourd'hui. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec la chaire Innovation digitale, Data Science et Intelligence artificielle de l'INSEC que dirige Ishraf Zawi. Maintenant, je laisse la parole à Anne, qui va nous présenter en quelques mots Omnes Éducation, et puis qui va passer la main ensuite à Ishraf. Merci à tous. Oui, bonjour à tous et merci à Actis donc, pour l'organisation de ce webinaire. Nous sommes aujourd'hui effectivement réunis autour de la thématique donc, de l'intelligence artificielle, qui n'est pas une matière à part entière, mais bien une compétence qui est intégrée dans l'ensemble des programmes du groupe Omnes Éducation, qui est fondamentale pour l'employabilité de nos étudiants, qui sont avant tout des managers opérationnels capables de s'adapter en permanence donc, aux évolutions du monde professionnel. Il est vraiment important au niveau donc, du groupe d'être en lien rapproché avec vos entreprises, d'être au cœur des évolutions, des enjeux. Alors forcément, comment passer à côté de la dynamique IA qui est tellement forte dans les entreprises aujourd'hui? L'IA est et sera au cœur donc, de nos transformations. Aujourd'hui, au niveau du groupe Omnes Éducation, nous sommes un groupe transverse, multisectoriel, multidisciplinaire, présent au niveau national, international également. Et en tout cas, sur Lyon, on regroupe 8 écoles. Et la force de notre groupe, c'est de pouvoir, c'est de résider, enfin, la force de notre groupe réside dans la capacité à justement pouvoir couvrir l'ensemble des fonctions support et des métiers. Donc, ça se retrouve à travers nos différentes écoles. On est une école d'ingénieurs, le CE, qui se distingue notamment par son audace en intelligence artificielle, la création d'un Intelligence Fab. C'est le premier Fabia qu'on a en France. En 2025, on a aussi eu une première étudiante IA en ingénierie qui s'appelle Milo, qui justement montre la volonté du groupe d'expérimenter de nouvelles pédagogies. Une école de publicité à travers Sub de Pub, une école de sciences politiques, HEIP, et des écoles de management avec bien sûr les marques INSEC et ESCE. Nous allons retrouver donc, nos étudiants de Bac+2 à Bac+5, avec donc de l'alternance possible également, du post-bac au master spécialisé, au programme grande école. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, sur Lyon, on a 6500 étudiants sur 2 campus. On a 2500 étudiants qui rejoignent vos entreprises. On a vraiment à cœur de travailler au plus proche avec vous. On a beaucoup d'intervenants, notamment qui viennent du monde professionnel, voire essentiellement. Et peut-être avez-vous, de votre côté, des besoins concrets à confier à nos étudiants via des missions qui peuvent se retrouver sur nos junior teams, sur des stages ou de l'alternance. En tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous sommes vraiment là pour faire la passerelle. Donc maintenant, je passe la parole à Ishraf Zawi, donc l'enseignante chercheuse, directrice de la chaire de recherche INSEC,
qui va donc animer ce webinaire. Merci Anne, merci pour cette présentation, merci à Suzanne et puis merci à tous les présents à ce webinaire. Bien, alors avant de commencer, ça serait bien que je vous présente aussi la chaire de recherche, hein, notre chaire qui fait tous ces travaux sur l'IA. Alors, moi, je suis chercheur en impact de l'IA sur les organisations, sur les métiers. On n'est pas des ingénieurs ici, on travaille avec notre école d'ingénieurs, bien évidemment, qui, elle, développe des solutions. Mais nous, en sciences sociales, nous travaillons essentiellement sur la perception, les barrières, donc à l'adoption de cette technologie ô combien particulière, et on reviendra à ce point. Donc, ce webinaire est organisé avec Actis, donc la chaire. Qu'est-ce qu'une chaire? Une chaire, c'est un groupe de chercheurs qui travaillent sur des problématiques identifiées et définies avec les partenaires. Alors, on a eu la chance de démarrer cette chaire en 2017. Alors, j'insiste toujours pour dire avant l'IA générative. Et on a commencé à travailler sur toutes les intelligences artificielles, les technologies que vous connaissez. C'était l'année quand la France a commencé à travailler sur sa stratégie. Donc, on organisait chaque année, on continue à le faire, un sommet de l'IA. On a eu au premier sommet Villani, quand lui s'est penché sur la stratégie nationale. Et donc, grâce à CJDSCARE, on a lancé cette chaire et on a eu la collaboration de ces deux belles entreprises depuis de 2017 à 2025. Et là, aujourd'hui, nous sommes ouverts, bien évidemment, à d'autres partenariats pour toujours creuser ces problématiques liées à l'IA et tout ce que cela apporte, effectivement, comme préoccupation, mais également comme impact sur les métiers. Alors, les travaux s'articulent autour essentiellement aujourd'hui de deux axes qui sont prioritaires pour nous. C'est l'impact dont je parlais, mais toujours avec cette approche éthique, inclusive et frugale. Et puis le deuxième, c'est l'impact de l'IA sur les individus, sur la diversité, l'inclusion et même la santé mentale aussi. Et d'où notre collaboration, entre autres, avec Actis. Et donc, je pense que lorsqu'on a des regards de chercheurs, on peut co-construire avec l'entreprise des approches qui peuvent peut-être apporter quelques éclaircissements sur la manière avec laquelle on va intégrer cette technologie en entreprise. Alors, avant de commencer, je voudrais m'arrêter quand même sur quelques chiffres. Alors, quand on parle de l'état des lieux en France, alors je n'ai pas voulu mettre le poids de l'industrie de l'IA, hein, on aurait pu, mais ça, on n'a pas le temps. Mais je préfère quand même donner la réalité du terrain par rapport surtout aux entreprises, aux collaborateurs. Et vous remarquez que quand même cette réalité, elle est à la fois fascinante, mais préoccupante. Alors, 4 chiffres qui nous permettent peut-être de comprendre où nous en sommes. Alors, je vais commencer par le chiffre le chiffre en vert, là. 91% de collaborateurs, donc d'employés, utilisent l'IA au travail. 91% des salariés utilisent l'IA au travail. C'est-à-dire que ça a à peu près 9 salariés sur 10. On sait tous compter, ce qui veut dire quand même que l'IA aujourd'hui, elle n'est plus à l'état de l'expérimentation, c'est une réalité quotidienne, hein. Là, tout le monde aujourd'hui, quand je fais un petit sondage, tout le monde utilise l'IA. Donc, elle est là, c'est une réalité, elle est dans nos organisations. Mais attention, un chiffre en cache un autre, et ce chiffre-là, il cache une réalité qui est beaucoup plus complexe. Et là, vous voyez, 68% utilisent l'IA en cachette. Là, vous avez entendu parler du concept de shadow IA, hein, donc cette IA qu'on utilise en cachette. Lisez bien, hein, 68%. 68% sont en train d'utiliser l'IA dans vos organisations sans peut-être votre accord ou peut-être pas les outils que vous voudriez qu'ils utilisent. Mais ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de contrôle.
68% l'utilisent en cachette. Moi, ce chiffre m'a toujours fasciné, hein. Donc, on sait que quand on dit 68%, concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire toutes ces personnes, elles vont peut-être avoir un chat GPT ouvert dans un onglet discret comme ça pour écrire un mail, comme nos étudiants d'ailleurs, hein. Des données confidentielles, hein, elles peuvent aussi être copiées-collées sans réfléchir aux conséquences, parce que peut-être ils ignorent les conséquences. Et puis parfois aussi, on peut prendre des décisions basées sur l'IA qui, on le sait, enfin, on le sait de plus en plus qu'elle hallucine, et donc les outputs ne sont pas toujours, bien sûr, vérifiés. Donc, pas de protection, je dirais pas le mot contrôle, pas de traçabilité, pas d'encadrement. Et alors moi, je trouve que ce chiffre, il révèle un fossé entre ce qui se passe sur le terrain et ce que les directions pensent maîtriser, hein. Donc, il y en a beaucoup qui disent « Ah, on a interdit d'utiliser l'IA en entreprise ». Par contre, on le sait bien que ce n'est pas toujours respecté. Alors, quand même, 95% des TPE, PME, presque la totalité des petites et moyennes entreprises avancent à l'aveugle. Elles n'ont aucun plan IA. Et même chez les PME et ETI qui ont plus de ressources, on a seulement 13% qui ont franchi le pas d'une stratégie structurée. Voilà, c'est tout ce qui fait la différence. Et c'est pour cela les travaux qu'on fait à la chaire, quand même, peuvent apporter des éléments très intéressants. Une stratégie IA. Donc, on utilise l'IA, mais si on l'utilise sans stratégie, là, on peut arriver à des résultats qui n'étaient pas forcément ceux attendus. Donc, on peut voir là, c'est que finalement, l'IA, elle s'installe dans les entreprises. Elle s'installera de toute façon avec ou sans vous. Moi, ce discours, je l'ai aussi dans mon école et puis avec mes collègues par rapport aux étudiants. Alors, depuis le début, on sait que l'IA est là. Elle sera là avec ou sans nous. Donc, il vaut mieux qu'elle le soit avec nous et qu'elle soit encadrée. Ce qui fait que ce déploiement sauvage, c'est ce déploiement sans cadre qui va créer les risques psychosociaux. Ça a plus de risques que l'IA elle-même. Voilà un peu donc cet état des lieux aujourd'hui par rapport à ce qui se passe. Alors, ces chiffres, c'est des chiffres qui sont récents, hein, ces chiffres évoluent, mais ils restent quand même assez interpellants. Donc, alors, état des lieux, l'IA est là, avec ou sans nous. Moi, je préfère que je sois embarquée, puis que ça soit sous mon contrôle. Et si on va plus loin, que fait l'IA par rapport à cela? Eh bien, l'IA, là c'est lapsus révélateur, hein. Que fait l'État par rapport à cet état des lieux? Eh bien, l'État, il a mis du temps, mais il a quand même mis en place un programme qui est assez intéressant. Ce programme qui s'appelle Osélia, je pense que vous l'avez suivi, ça a été lancé au mois de juillet. Et c'est un programme qui va aider justement les PME, TPE, à aborder ou avoir une approche qui est beaucoup plus structurée, beaucoup plus cadrée, pour que l'IA soit adoptée par toutes les entreprises françaises. L'objectif de ce programme, d'ici à 2030, c'est que 100% des grandes entreprises intègrent l'IA pour 80% des PME ETI et 50% des TPE. Voilà un peu l'ambition de ce programme. Et pour ce faire, donc l'État a mis en place un groupe d'experts, un groupe de référents, un groupe d'ambassadeurs IA, et j'ai la chance et l'honneur d'en faire partie. Et nous avons en fait la responsabilité, alors quand je dis nous, les ambassadeurs, nous sommes ou des chercheurs, ou des experts, ou des institutions publiques et autres à travers la France pour aider les entreprises à aborder ce cap de manière sereine. Et ce programme, il se décline en trois axes, on va dire. Premier axe, c'est la sensibilisation, même si on sait qu'aujourd'hui, beaucoup le sont, la formation et l'accompagnement. Voilà, alors ce qui est intéressant, parce que bon, je vais peut-être présenter un ou deux éléments de ce programme Osélia, c'est qu'il y a quand même un financement de l'État. Un financement de l'État, pourquoi financer? Alors financer, on va financer parce qu'on va pouvoir aider l'entreprise à contrôler. Et également parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui que les entreprises ne savent pas ou ne connaissent pas l'impact de l'IA sur ce qu'elle fout. Vous savez,
2% seulement des industriels français voient un retour sur investissement de l'IA. C'est-à-dire, on ne voit pas quel est l'impact de l'IA. Il y en a beaucoup qui, bien évidemment, pour suivre un peu le stream, ils disent, on a l'IA, mais on ne sait pas ce qu'elle apporte. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on l'a abordé comme un outil. Alors que cette technologie, alors moi je dis technologie au pluriel, c'est une transformation donc profonde dans l'entreprise. Parce que dans beaucoup de cas, il n'y a pas d'accompagnement. Dans beaucoup de cas, on n'a pas de métrique. On ne peut pas mesurer si on n'a pas d'indicateur de performance. Et également, parce que dans beaucoup de cas, l'IA est intégrée dans une entreprise qui a déjà des dysfonctionnements organisationnels et l'IA ne fera que les amplifier. On verra ça un peu plus tard. C'est également l'un des axes du programme Oser l'IA. Donc, Oser l'IA, l'objectif, c'est de faire de l'IA un levier stratégique pour les entreprises. Alors, j'insiste, les TPE, les PME, parce que les grandes entreprises ont quand même un peu plus de moyens. Entre autres de ces outils, là, moi, je voudrais partager avec vous un dispositif. Il y en a beaucoup. Peut-être on fera un webinaire sur les dispositifs qui sont mis à votre disposition. L'un de ces dispositifs, c'est un financement. C'est un financement pour la première étape de la mise en place de l'IA dans l'entreprise, c'est-à-dire identifier et exploiter ce que peut faire l'IA dans votre entreprise. Voilà, donc simplement, il y a des conditions d'éligibilité, bien évidemment, parce qu'il faut que ça soit une PME qui a entre 10 et 2000 employés et qui réalise 1 million de chiffre d'affaires sur un bilan de 12 mois. Voilà, qui a au moins 1 an d'existence, bien évidemment, parce que c'est le profil de l'entreprise qu'on peut accompagner avec cet accompagnement qui finance un diagnostic data. Alors, on ne va pas encore une fois le rappeler. Pour que l'IA fonctionne, il faut que la data soit là, soit nettoyée, etc. Voilà. Ceci étant dit, on sait qu'on a parlé de ROI, vous savez, les gens disent, oui, que peut m'apporter l'IA, retour sur investissement, je dépense, mais il n'y a pas que le ROI financier, il y a aussi le ROI social, et puis on sait que l'IA, elle a un impact qui a été démontré dans beaucoup d'études, c'est un impact émotionnel. L'IA, il y a des études, alors moi je citerai par exemple les études de l'Observatoire des métiers du numérique, l'enquête internationale de Ernst & Young, BPI France aussi, qui a démontré avec aussi d'autres organes que les salariés craignent pour leur emploi. Alors, on ne va pas aussi, chaque statistique interpelle et chaque statistique peut être développée. On sait bien évidemment qu'il y a des emplois qui vont être transformés à tel point peut-être ils vont disparaître, ça c'est sûr. Mais dans tous les cas, moi ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce sentiment, c'est cette émotion, c'est ce stress et cette anxiété. D'ailleurs, on est en train de faire une étude à la chaire qui mesure également, entre autres, l'anxiété des salariés par rapport à l'intégration de l'IA dans leur structure. 37% craignaient de perdre leur emploi. 31% s'inquiètent également d'une dépendance excessive à l'IA. Vous savez, il y a des gens qui disent, à juste titre, nous, on a arrêté de réfléchir. La première porte d'entrée, c'est l'IA. Et d'ailleurs, ça, je le remarque, malheureusement, avec nos apprenants, avec nos étudiants, moi, j'autorise l'utilisation de tous les outils comme dans la vraie vie. Et quand je pose une question, si je ne l'interdis pas, la première porte d'entrée, c'est l'IA. Et il nous arrive d'en discuter ensemble, et puis ils disent, madame, on est un peu dépendant, on a perdu notre créativité. Ça aussi, c'est de l'émotion. Ça, c'est une anxiété, parce que on perd un peu aussi, c'est la perte de sens par rapport au métier. Et d'un autre côté, c'est assez intéressant, c'est que plus de la moitié, ils ont remarqué une augmentation perçue de leur charge de travail au cours de l'année écoulée. Alors, l'idée, c'est de se dire, OK, le patron, enfin, je caricature, vous m'excuserez, le patron donc met à la disposition de ses collaborateurs un outil
Et finalement, il leur dit, bah voilà, vous avez cet outil, donc vous allez en faire plus. Et beaucoup disent, bah, l'IA, finalement, elle nous a poussé à faire plus parce qu'on pense que l'IA va tout faire à notre place. Donc, vous voyez, l'impact émotionnel est quand même important. Certains se posent des questions par rapport à l'ADN même de leur travail. D'autres vont se dire, là, on va être isolé, on n'a plus de contact avec les clients, tout est fait par l'IA. Et donc, c'est à juste titre, c'est tout à fait légitime de se poser des questions et surtout de les identifier, d'identifier tous ces impacts émotionnels sur les salariés. Alors, on a parlé effectivement de ces risques psychosociaux, hein, et puis ces risques psychosociaux qui intègrent, vous savez, en fait, qui impliquent un peu les deux côtés. Je parle du manager et je parle aussi du salarié collaborateur. Alors, le manager pense aider son collaborateur. Bon, ça c'est bien. De l'autre côté, le collaborateur, quand il a à sa disposition un outil, il peut le prendre pas toujours bien, parce qu'il va dire, bah oui, on va maintenant surveiller tout ce que je suis en train de faire. Tout est fait par la machine, donc on connaît tout. Bon, d'ailleurs, la problématique se pose même avec tous les outils numériques, hein, la notion de surveillance. Donc, c'est pour cela, quand on va intégrer un projet IA en entreprise, il est très important de rassurer et de parler en toute transparence et rassurer pour que ça ne soit pas un outil de surveillance. Pareil, parfois, certains outils sont perçus comme étant trop compliqués. Et donc, là, les collaborateurs, pour apprendre un nouvel outil, il y a une espèce de surcharge aussi cognitive. Comment on va faire? Je ne sais pas faire, c'est compliqué et je vais être largué par rapport à d'autres. À côté de ce que j'avais dit tout à l'heure, la perte de l'autonomie et surtout le sens du travail. Alors, j'insiste beaucoup sur la notion de ce sens du travail parce que beaucoup disent notre métier, il est plus qu'il était, puisque maintenant, c'est la machine qui fait tout à notre place. Encore une fois, je simplifie un tout petit peu pour laisser peut-être le temps pour la discussion tout à l'heure. Au-delà du fait qu'aujourd'hui, avec tout ce qui existe, avec les chatbots ou avec tout, les clients ont pris l'habitude maintenant de contacter l'entreprise à n'importe quelle heure. Et donc là, il y a une transformation organisationnelle quand même, hein. Quelle qu'elle soit, il y a une transformation. Ce qui fait que certains se sentent isolés, certains sentent que leur métier et là, je parle aussi de la perception de certains clients qui disent on n'a plus de contact avec de vraies personnes, puisque effectivement, il y a toujours cette IA qui est là. Le shadow AI dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'utiliser l'IA en cachette, va créer quand même une certaine tension. Il y a un sentiment de culpabilité. Et ce sentiment de culpabilité, on l'a étudié, nous, chez les étudiants. Et je pense qu'on peut aussi le transposer chez les collaborateurs quand ils utilisent l'IA en cachette. Donc, voilà, un peu de culpabilité, oui, mais, etc. Sans parler Excuse-moi, Ishraf, on a Isabelle qui a levé la main. Est-ce qu'on peut laisser les questions pour tout à l'heure, Isabelle? Oui, Isabelle, voilà, est-ce que vous pouvez mettre votre question dans le chat de conversation et on la reprendra tout à l'heure. Merci. Ouais. À côté d'eux aussi, la possibilité de la fracture générationnelle, hein, quelques inégalités. Alors, moi, je dis possibilité de fracture générationnelle parce que moi, j'ai l'âge des parents de mes étudiants et pourtant, je suis très à l'aise avec les technologies, comme certains aussi de mes amis et collègues. Mais de manière générale, c'est vrai que il y a certains collaborateurs seniors qui peuvent se sentir un peu, excusez le terme, un peu largués par rapport à tout ce qui se passe, au-delà des inégalités dans la possession des outils. Moi, j'essaie toujours de vous donner des exemples dans mon métier. Je donne un cours à mes étudiants sur l'IA en marketing et on avait besoin de tester certaines fonctionnalités. Et tous les étudiants n'ont pas forcément les versions payantes des IA génératives. Voilà, donc ça crée des inégalités aussi par rapport à cela. Je ne peux pas ne pas parler aussi du genre, parce que ça vient pas de moi seulement, mais les études ont montré que l'IA touche plus les femmes
que les hommes. Que je ne parle, et là je ne parle pas forcément des biais qui existent dans les algorithmes, hein, ça a été prouvé dans d'autres recherches, mais je parle de certains métiers où c'est la femme qui est surreprésentée, comme les métiers d'assistante ou autres, et donc dans ces métiers, c'est les métiers où on voit un peu plus l'impact sur les femmes. Voilà par rapport à l'impact émotionnel. D'accord? Donc, je pense que ça, c'est un élément à considérer. L'IA n'a pas que des bénéfices perçus, mais l'IA provoque énormément d'impact émotionnel. Alors, dans tout ce que je viens de dire, ça nous pousse vers une réflexion qui est liée à la nécessité de l'encadrement d'un tel déploiement en entreprise. Et quand je dis déploiement, j'ai parlé de risques psychosociaux, il est temps maintenant de parler de notre fameux QVCT, la qualité de vie, les conditions de travail. Vous connaissez, alors vous êtes tous plus sensibilisés que moi par rapport à ce dispositif, mais moi je vous invite aujourd'hui à le considérer non pas en tant qu'obligation de mesure, mais en tant que base de réflexion. L'IA implique des changements organisationnels qui impactent les émotions des gens, qui impactent forcément donc leur qualité de vie, qui impactent les conditions de travail, qui impactent le travail en soi. Et dans ce cadre-là, il y a le rôle des représentants du personnel. Alors, je parle de CSE parce que je sais aussi que les représentants du personnel veillent énormément à l'impact de tous les outils sur les collaborateurs, hein. Et tout à l'heure, je vous parlerai également comment intégrer le CSE aussi dans les projets IA, et on l'a déjà fait avec Actis. Là aussi, la formation, dans cet encadrement par le dialogue social, la formation est un outil qui est très important. Ça protège les collaborateurs, hein. Donc, ça protège les collaborateurs parce qu'au moins, ils sauront comment utiliser ces outils. Et d'un autre côté, ça vous permet, alors vous, en tant que manager RH, ça vous permet de garder la main. Voilà, donc même si la motivation est importante, puisqu'on va monter en compétence nos collaborateurs, on va les protéger, on va leur montrer comment utiliser, mais aussi au moins vous savez ce qui est en train d'être fait dans votre entreprise. Donc, l'IA, oui, elle a beaucoup d'impact, hein. Personne ne peut dire aussi aujourd'hui que l'IA, on peut l'ignorer. Par contre, moi je vous dis, c'est à vous de voir par quelle manière vous voulez la déployer en interne. C'est-à-dire, il y a deux façons, hein. Ou bien, parce qu'on sait que les collaborateurs peuvent être finalement, ils peuvent avoir peur, ils peuvent être préoccupés à juste titre, hein, on les comprend. Et à ce moment-là, peut-être on se dit, on est obligé quand même d'imposer, parce que ce sont des outils de productivité. Alors, vous imposez votre outil, vous le déployez comme ça se fait, hein, on ne va pas se voiler la face, hein, déployer top-down, il n'y a pas de consultation, la surveillance est accrue, il y a une pression de productivité, bien évidemment, et qu'est-ce qui risque, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir jusqu'à la défiance, de l'épuisement, et puis on sait, ça peut être aussi des arrêts maladie et même des départs de talents, alors s'ils ne sont pas d'accord. Ou bien, on peut le prendre comme au contraire un levier d'émancipation, hein, et puis qui sera co-construit avec les équipes. Et à ce moment-là, en toute transparence, hein, sur ce que ça peut apporter, en toute transparence, ce qui permet aussi de peut-être libérer du temps et surtout de ne pas essayer d'occuper les collaborateurs avec d'autres choses, mais au moins qu'ils fassent mieux les tâches qu'ils doivent faire, ce qui permet de renforcer le sens par rapport à du travail, c'est comme ça, par rapport à leur travail. Et c'est comme ça qu'on pourrait, bien évidemment, avoir un engagement et puis la rétention des talents. Et on sait combien c'est important aussi de garder ces talents, ces talents en ces temps-là. Donc, vous voyez un peu la différence entre les deux. C'est si vous les impliquez, si vous expliquez, si vous protégez. Voilà, quand je dis vous, je m'adresse aux managers, je m'adresse aux RH, je m'adresse à tous ceux qui ont des équipes. Donc, les deux voies sont là. On peut être. C'est pas facile aussi, hein. Donc, la co-construction avec les équipes pour un outil ou pour une technologie si transformative n'est pas quand même évident. Alors, pour ce faire, je vous propose ou je partage avec vous une méthodologie, hein, qui a donné ses résultats. C'est
c'est d'expérimenter. Vous savez, il faut expérimenter. Il faut, quand on expérimente, on peut se tromper, mais on peut quand même, à ce moment-là, corriger au fur et à mesure. Cette expérimentation itérative veut dire que on commence, si ça ne va pas, on reprend et ainsi de suite. Et là, première chose à faire, première étape, c'est cadrer le projet, quel qu'il soit, quelle que soit l'ampleur. Cadrer, c'est-à-dire on va définir le périmètre, les objectifs, quand je dis les objectifs QVCT, c'est-à-dire ce que cet outil que j'intègre ou cette technologie que je vais intégrer, quel impact elle aura sur la qualité de vie de mes collaborateurs et sur les conditions de travail. Il faudra également qu'on définisse dès le départ des indicateurs alors de succès et d'arrêt. Ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on commence, on dit, si ça ne marche pas, on s'arrête. C'est ça aussi l'expérimentation. Vous savez, quand on fait une expérimentation, on accepte de se tromper, on accepte l'échec, c'est un échec qui va impulser une nouvelle façon de faire. Ça, c'est important. C'est peut-être un peu culturellement un peu compliqué d'accepter de se dire, on a testé, ça n'a pas marché, et on arrête pour faire autre chose et pour tester autre chose. Deuxième étape, donc si ça marche, on avance. Deuxième étape, c'est impliquer. Ça, c'est le mot magique et je le dis pas en tant que chercheur académique, mais en tant que chercheur dans des recherches-actions pour l'avoir fait en entreprise. Il faut construire avec les utilisateurs finaux. Parce que, ce sont eux qui vont nous dire, qui vont nous aider à identifier les cas d'usage, mais surtout, on va avoir des ambassadeurs, on va avoir des formateurs aussi, parce qu'il a été prouvé que les collaborateurs peuvent aider la formation d'autres collaborateurs, et ça marche très bien. J'ai parlé de dialogue social tout à l'heure, CSE, donc absolument les impliquer. Parce que, en fait, encore une fois, les représentants des personnels, c'est les personnes qui ont l'intérêt des collaborateurs en tête, qui veillent aux conditions de travail. Il faut les impliquer. De toute façon, je ne vous apprends rien, mais en mars dernier, il me semble, il y a une assurance qui a vu un projet IA stoppé par ordre du tribunal parce que le CSE a porté l'affaire devant la justice parce qu'il n'a pas été impliqué. Donc, dialogue social. Donc, toute la transparence, c'est le mot-clé. Voilà, ça, c'est la deuxième étape. Si ça marche, on passe à l'étape test. Et quand on passe à l'étape test, donc, c'est bien d'avoir un pilote. Ce pilote, quand on dit un projet pilote, c'est-à-dire quelques personnes, toujours en tenant compte toujours de ces indicateurs de QVCT qu'on a pris en compte, qu'on a établi à la première étape. Et là, on suit en temps réel avec un droit de retrait technologique, c'est-à-dire que ceux qui n'acceptent pas, ils ont le droit de ne pas utiliser l'outil. Ça, c'est très important. Mais si on a bien fait la première étape et la deuxième étape, il n'y a pas de raison pour que les gens se retirent du projet s'il n'y a pas d'implication négative sur leur métier. Et la quatrième étape, c'est l'ajustement. Ajustement pour dire go ou no go, c'est-à-dire en fait, est-ce qu'on va à l'implémentation de l'outil à grande échelle ou pas. Et là, on n'a pas le retour sur investissement, ce n'est pas un retour sur investissement financier seulement, mais c'est aussi un retour sur investissement social pour voir un peu le turnover, l'absentéisme, etc. par rapport à l'introduction de cet outil au travail. Voilà, donc c'est une méthode qui, d'après les recherches, elle permet de réduire jusqu'à 60% les résistances au changement quand on va le déployer, si on compare aussi à un déploiement top-down. Voilà, donc ça, c'est à tester. Ça, vous voyez, donc c'est quatre étapes qui ont beaucoup de sens et je pense que ça peut faire la différence. Alors, à côté de cela, il faut mettre en place, là, ce sont un peu des recommandations, si vous voulez, c'est un peu normatif ce que je suis en train de dire, mais ça, c'est quand même les meilleures pratiques, en fait. Mettre en place un comité d'éthique. Et là, j'ai mis un vrai comité d'éthique, ce n'est pas un comité alibi. Alors, la composition, on va dire, recommandée de ce comité, bien évidemment, les RH, alors, managers, il y a un qui a sauté, RH et managers, les représentants du personnel, quelques utilisateurs finaux,
Et bien évidemment, ne pas l'oublier, je ne l'ai pas cité, pas parce que ce n'est pas important, mais avec tous les articles, etc., avec tous les articles liés à ça, il faut un regard juridique, pas seulement sur RGPD, mais sur tous les articles liés au droit du travail. Alors, ce comité, sa mission serait de valider les cas d'usage, hein, parce que, vous voyez, ce qu'on dit on va cadrer, c'est pour sortir les cas d'usage, avant chaque déploiement. Voilà. Donc, et là, en fait, quand on dit valider, en amont, on aura déjà sorti ces critères d'évaluation. Alors, qu'est-ce qu'un cas d'usage? Un cas d'usage, c'est une solution par rapport à l'IA, hein, c'est une solution qui permet de répondre à un problème métier, qui permet de résoudre un peu les irritants d'un métier. Voilà. Et donc, tout cela, ça permet d'assurer l'équité, d'assurer l'absence, par exemple, de biais, le respect de la vie privée, la transparence, l'impact. Voilà, ça, c'est quelques critères, mais chaque entreprise peut avoir ses propres critères aussi. Et dans tous les cas, les critères, les indicateurs à suivre par rapport au QVCT, par rapport à ce genre de projet, c'est la charge de travail. Alors, n'oubliez pas qu'en nous vend l'IA comme étant, ouais, ce sont des outils qui vont vous permettre d'avoir de la valeur ajoutée par rapport à les tâches répétitives. On a entendu ça depuis 20 ans. Moi, j'entends ça pour tout ce qui est digital aussi, hein. Mais ça va vous permettre de passer plus de temps sur les tâches. Oui, mais après, la charge de travail, qu'est-ce que je gagne, moi, en tant que collaborateur? Alors, si c'est pour avoir plus de travail, OK, je veux bien que ça soit des tâches à valeur ajoutée, mais je serai surchargée quand bien même à valeur ajoutée. La santé mentale, il faut mener un peu des enquêtes de manière assez régulière sur ce sentiment de dépossession. Alors ça, cet élément est très important pour avoir suivi, moi, un projet. Quand vous vous attaquez à un métier qui importe énormément à celui qui le fait, le déposséder d'un élément, par exemple, du contact client, le déposséder d'une tâche qui est importante pour lui, ça, c'est très, très sensible. Donc là, à vous de voir aussi par quoi commencer pour qu'on intègre l'IA, ne pas déposséder de l'essence même du travail, mais peut-être augmenter. Enfin, ça, c'est un mot aussi un peu qu'on entend énormément. La qualité des interactions aussi, hein, là, vous savez, on dit que l'IA, elle déshumanise, l'IA nous éloigne d'eux, hein. Ça, c'est bien vrai. Par contre, il faut toujours garder ces temps d'échange, de la collaboration, les retours des managers. Là, il faut trouver un bon compromis. Le sens du travail, j'en ai déjà parlé. Mais au final, en fait, quel que soit le métier qu'a le collaborateur, au final, il faudra qu'il se sente encore plus fier de son métier grâce à tous les outils. Ça lui permet de mieux faire son travail. Alors, si ces indicateurs se dégradent pendant le pilote, on arrête. Alors ça aussi, faut le savoir dès le départ, hein. C'est-à-dire il faut qu'on soit conscient que, comme je disais tout à l'heure, on expérimente, ça ne marche pas. Il faut revoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Alors, comment je dois conclure en fait? Vous savez, j'ai beaucoup de choses à dire, hein, mais le timing, moi, je préfère qu'on ait un temps de discussion. Alors, vous savez, on vous dit l'IA, c'est un outil technologique super sophistiqué. C'est un peu compliqué de décrire ce que c'est que l'IA, parce qu'on dit qu'il y a plusieurs technologies d'IA. On va pas les énumérer. En fait, ce qu'il faut savoir, moi j'aime bien ça, c'est de dire l'IA, elle va révéler la santé de votre organisation. Voilà, moi j'aime bien ça, j'ai trouvé assez poétique quand même. Révélateur organisationnel, hein. Donc, autrement dit, si votre organisation fonctionne comme il faut, bah, l'IA va lui permettre de fonctionner encore mieux. Donc, c'est pour ça qu'on parle toujours d'entreprises augmentées, de collaborateurs augmentés, ainsi de suite. Mais si l'organisation a des dysfonctionnements, intégrer l'IA, ça va encore amplifier ces dysfonctionnements organisationnels. Ça, c'est très grave. Donc, si les processus sont cassés, et puis on va essayer d'automatiser, de mettre de l'intelligence, alors ça va aggraver tous ces processus. Si la data est de mauvaise qualité, là, pareil, le résultat sera de mauvaise qualité. Vous avez certainement entendu parler de ça, on dit garbage in, garbage out. Data de mauvaise qualité, le résultat le sera aussi. Et puis, si la culture d'entreprise est toxique,
là, c'est un peu compliqué d'avoir la coopération des collaborateurs parce qu'ils n'attendent que ça pour, bien évidemment, pour tout rejeter. Donc, finalement, l'IA, elle révèle l'organisation. Ce n'est pas seulement une solution technique. Et ça, je pense que dire que l'IA transforme les organisations, c'est pas un. J'y crois en fait. Franchement, l'IA transforme les organisations parce qu'elle implique des transformations dans toutes les fonctions, dans tout. Voilà. Et là, ça mérite une petite réflexion là-dessus. Voilà, moi, ce révélateur organisationnel, moi, j'y crois. Voilà. Donc, maintenant, c'est peut-être aussi cette conclusion qui va amorcer la discussion et je vous remercie pour votre attention. Et c'est dommage qu'on soit à distance, mais bon. Je passe la main. Merci beaucoup, Ishraf. Donc, tout à l'heure, on avait Isabelle qui levait la main pour poser une question. Isabelle, est-ce que vous voulez nous poser votre question? Je pense que c'est moi. Vous m'entendez? Oui, Oui, en fait, c'est une Oui. erreur. J'ai levé la main par erreur. J'en profite pour remercier Ishraf, que je connais personnellement, de cette très belle intervention. Merci. Merci Isabelle. Et peut-être pour les petites entreprises, parce que là, bon, voilà, on n'a pas forcément des comités. Moi, tu sais que je suis en création aussi. Euh, voilà, pour les entreprises de moins de 10, le plan d'action, ce serait quoi en quelques mots? Ah oui, il faut quelques mots, ça se saurait hein, si on peut le présenter en quelques mots, Isabelle. Bon, on peut en reparler, mais Un petit tips. Voilà, merci en tout cas. ben, Ishraf. le tips, c'est l'expérimentation. Moi, s'il y a quelque chose, et ben, on se connaît justement, et tu sais que je suis toujours dans cette approche expérimentale. Tester, tester, toujours tester. C'est de l'ouverture, du test, et puis surtout, ne pas prendre, ne pas acheter une Lamborghini si on va acheter une baguette à 500 mètres. C'est-à-dire, là aussi, c'est calibrer un peu par rapport à ses besoins. D'accord. Donc, même pour les TPE, c'est vrai qu'il n'y a pas de dispositif dans Oser l'IA parce que l'aide, elle commence par je parle de l'aide financière et l'accompagnement, mais pour les TPE et pour enfin, ton profil à toi, Isabelle, tu prends la même procédure et tu la mets à ta dimension. Tester, voir quels sont tes besoins pour sortir ton cas d'usage. Et là, les outils sont nombreux. On en reparlera aussi. Merci, Ishraf. qu'on a d'autres questions. Comment ça se passe dans vos organisations avec l'IA? Est-ce que vous avez déjà des outils dédiés ou est-ce qu'on est plutôt dans le shadow IA? N'hésitez pas à remettre vos micros et puis on peut se lancer dans une discussion plus sur ce qui se passe dans votre entreprise. En attendant, moi, Ishraf, j'avais une question sur l'impact de l'IA et la temporalité. Est-ce que ça arrive qu'on ait des effets différés, c'est-à-dire qu'on a le déploiement de l'IA, là on n'observe pas forcément d'effet sur la QVCT et cet effet apparaît, on va dire, plusieurs mois, voire un an après le déploiement. Est-ce que c'est Alors, quelque tu chose qui parles est possible? oui, d'effets positifs ou d'effets négatifs? Les deux. Les deux. Alors, tu sais, enfin, globalement, quand il y a un nouveau projet en entreprise, il y a toujours cette première étape d'inquiétude. Alors, si on accompagne les collaborateurs comme il faut, là, on atténue un peu l'inquiétude, parce que ça, c'est la réaction, disons la réaction de départ, la réaction de protection. Donc, s'il y a un effet, entre guillemets, une réaction, elle viendra dès le début. Si on a en amont expliqué, on va l'atténuer. Par rapport aux effets positifs de l'IA et aux apports de l'IA, enfin, les apports sur la productivité, il a été démontré que ce sont comment dire, des projets dont l'impact et à moyen terme, voire long terme. Et donc, si on pense que l'IA, par exemple, c'est de la magie, c'est là où on se trompe, on se dit, ah bon, il n'y a que ça, mais en fait, effectivement, les impacts prennent du temps. Sur les impacts positifs, le temps,
le temps de s'habituer aux outils, le temps surtout de changer la manière de travailler. Là, le point, je pense, le plus important, c'est lorsqu'on parle d'organisation qui est révélatrice, enfin, de transformation systémique. C'est ça le plus important. Quand on aborde, alors moi je suis en train de parler d'IA en tant que projet global et pas, c'est pas un ChatGPT ou un truc comme ça, hein. Je parle vraiment de projets un peu plus structurels. Quand on aborde ce genre de projet, il faudra aussi accepter de changer la manière avec laquelle on travaille. Et changer la manière avec laquelle on travaille, c'est-à-dire aborder de nouvelles façons de travail, ce qui fait que le résultat, il ne va pas se voir tout de suite, il va se voir un peu à moyen terme. Voilà. Mais avec le temps, les gens vont ça, quand ils s'habituent, quand ils voient un peu ce que ça peut leur rapporter, ça peut les rassurer. Donc pour répondre par rapport à ta question, ça prend un peu de temps. La méfiance, elle est plus rapide, hein, d'accord? Mais si, encore une fois, on est accompagné, on peut atténuer, mais les résultats aussi peuvent se faire attendre. Ça dépend du projet, hein. Merci, Ishraf. Est-ce qu'on a d'autres Merci. questions ou témoignages de comment l'IA est déployée dans votre entreprise? Eh ben, je vous propose qu'on conclue, sauf si Moi- Ishraf, tu veux... Voilà. Moi, je Ouais, voulais insister sur un point, en fait. Le point sur lequel j'ai déjà insisté dessus, mais je reviens, là, c'est une couche. J'allais dire, peu importe l'outil. En fait, si on a un bon outil qui a montré son apport, c'est la méthode de le déployer qui importe. Voilà. Donc, par rapport à l'IA, là, il y a une panoplie, hein, encore. Alors, on part du principe qu'on a bien choisi l'outil. Même si l'outil a montré ses apports positifs ailleurs, la façon avec laquelle on le déploie, c'est ce qui va faire la différence. Voilà, donc c'est pour ça, en fait, moi, je suis en marketing digital, je suis en innovation, je travaille sur l'IA depuis quelques années. Je me suis rendu compte que le poste le plus important dans une organisation, c'est le poste de RH. Voilà, donc je n'ai pas fait RH, mais parce que le RH, c'est pour ça qu'il faut l'impliquer dans les décisions d'IA. Hein. Ce n'est pas l'IT seulement, parce que c'est des décisions qui vont avoir un impact sur toute l'organisation. Et je pense que ça, ce point, il n'est pas encore très bien clair en France. Hein. On dit RH, parce que quand il s'agit d'IA, on appelle les gens de l'IT, SI, etc. Mais RH, alors, moi-même, je suis dans une organisation, je suis dans un comité d'IA du groupe, et dans ce comité, il n'y a pas le RH. Voilà, je le dis, mais voilà, il n'y a pas le RH, alors que ces transformations, c'est important d'avoir les RH quand même. Voilà. J'ai vu une on main a levée, Oui, de Touraya. mon Alors, ami. bonjour, vous m'entendez? Oui, 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 alors je voulais remercier d'abord mon ami Eshraf pour cette présentation très, très intéressante. Et je voulais juste faire une remarque pour dire que on parle de tout ça depuis au moins 25 ans. Et en fait, moi, je proposerais qu'on parle de digitalisation tout simplement parce que le mot pas de IA, souci. c'est lui qui met au moins 50% d'appréhension et de frayeur. Donc, si on parle comme on l'a fait depuis des années, de digitalisation dans les organisations et les entreprises, eh bien, ça serait pareil. Donc, peut-être que ça va anéantir un peu et minimiser un peu toute cette peur qu'on a vis-à-vis de l'IA. Voilà. Et Alors, merci très, encore. très, très belle remarque, mon ami. Et là, tu as complètement raison, surtout venant d'une docteure en informatique, en IA aussi. Donc, alors, le mot IA fait penser à la science-fiction. Tu as complètement raison. Et moi, les mêmes réflexions déjà sur le digital depuis 20 ans, hein, depuis que j'ai fait ma thèse, c'est les mêmes appréhensions. Alors, si on met l'IA, maintenant, on pense aux robots qui vont prendre la possession et vont contrôler les humains. Tu as tout à fait raison, effectivement. Alors que beaucoup de gens ne savent pas que beaucoup de solutions qu'ils utilisent tous les jours, c'est des solutions truffées d'IA, mais ils ne le savent pas en fait. Hein. Quand ils voient l'IA, c'est le méchant loup. J'ai vu une autre main aussi. oui, Oui, bonjour. Akimak et
Infirmière de santé au travail au sein d'Actis. Et très réfractaire à tout ce qui est informatique, parce que Oui. je ne gère pas du tout. Je voulais juste... alors, merci déjà pour votre intervention. Et je voulais juste faire remarquer, enfin, peut-être que c'est partager en tout cas ma remarque, hein, peut-être que je me trompe, mais que ce soit vous ou votre ami Touera, en fait, vous parlez de 20-25 ans d'expérience, etc. Sauf que, en fait, je ne sais pas si d'autres personnes partagent ce point de vue, mais en fait, on a vraiment l'impression, là, ces dernières années, qu'il y a eu une explosion, en fait. Et moi, j'ai même l'impression qu'on a été envahi avant même d'avoir les notions et la maîtrise du sujet, ce qui crée en fait, ce qui augmente ce sentiment de stress. Alors moi, j'ai pas spécialement peur d'être remplacée par des robots parce que bah voilà quoi, l'humain pour moi c'est merveilleux, c'est parfait, etc. Mais mais c'est vraiment cette non-maîtrise, en fait, et je pense que ça vient nourrir des peurs parce que même au niveau des services informatiques, par exemple, quand on veut faire implanter un logiciel comme Antidote qui contient de l'IA, eh ben, en fait, il y a des réactions presque épidermiques avec la sécurité informatique qui dit, ah ben non, c'est pas possible, etc., par rapport à l'industrie, enfin, au secret des procédures, des protocoles, etc. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'on nous a donné quelque chose sans nous donner les clés pour le maîtriser, en fait. Voilà. Alors, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Alors, il y a deux points. Sur le premier point de l'IA, moi, alors, si on veut encore enfoncer le clou, moi, je vous dirais que l'IA, c'est les années 50, hein, depuis les années 50. Après, l'IA, a évolué, hein. Lorsqu'on dit IA, c'est lorsque une machine arrive à faire des choses qui, normalement, c'est le domaine de l'humain, hein, des cognitions, mais sans les émotions, hein. Il paraît que ça va venir peut-être. Alors, donc l'IA, ça fait des années maintenant. À partir de quel moment il y a une explosion où il y a eu toute cette attention pour l'IA, tout le monde le sait, hein, c'est à partir de l'IA générative, donc 2022-2023. Parce que cette IA est devenue, entre guillemets, une IA qui a été démocratisée et qui était devenue, alors, comment dire, je choisis le mot, c'est-à-dire à la portée de tous. Voilà, c'est cette IA qui pose ces problèmes. Mais l'IA, elle existe, l'IA en entreprise existe, elle est dans l'industrie, elle est dans la production, elle est dans la finance, elle est dans le marketing. L'IA, elle est dans les RH. Mais lorsque l'IA est dans plein de logiciels, justement, mais lorsque l'IA est devenue un outil qu'on utilise, le collaborateur, sans connaissance. Parce que vous savez, Madame Dawes, Thoray, elle est informaticienne, elle fait des algorithmes, elle développe des outils IA. Par contre, nous autres, on va les utiliser. Ce n'est pas nous qui développons. Donc, c'est devenu quelque chose de simple à utiliser et c'est ce qui a fait ce sentiment qu'on soit débordé de partout, tout le monde en parle, on fait n'importe quoi avec aussi. Il y a eu également beaucoup de, comment dire, de dysfonctionnement dans l'usage avec le deepfake, etc. Donc, vous avez raison de dire qu'on est submergé, parce que c'est le cas, mais quand on parle de l'entreprise, on parle d'un usage qui va augmenter la productivité des collaborateurs. Il y a certains métiers qui ne seront jamais remplacés. La notion de robot, c'est une notion un peu, comment dire, pour caricaturer, mais l'IA est censée, alors quand on dit l'IA, Thoray a dit c'est n'importe quel outil digital, mais quand même l'IA, ce qui veut dire qu'il y a de la donnée qui a été traitée, il y a des réponses qui ont été données qui vont aider l'humain peut-être à donner une meilleure réponse. Alors, on peut l'aborder comme ça. Encore faut-il, ce que vous dites là montre qu'on a encore besoin d'expliquer ce que c'est que l'IA réellement, comment fonctionne l'IA et quelles sont les dérives de l'IA. On a encore besoin de ça, effectivement. Il faut l'expliquer parce que quand on voit comment fonctionne ChatGPT ou Claude, etc., lorsqu'on dit c'est extraordinaire, il me comprend,
que dalle, il ne comprend rien, c'est de la statistique. Alors, quand on comprend ça, c'est que en fait, on comprend comment chaque élément doit rester à sa place et remplacer l'humain. Moi, je ne suis pas dans l'approche transhumaniste, donc ce n'est pas pour demain, même si certains disent que c'est pour bientôt. On verra. Mais vous avez raison, et on a toujours besoin d'expliquer, de réexpliquer. Quand on explique comment ça fonctionne, on remet chaque élément à sa place. En conclusion, Suzanne, rappeler à tous, alors s'il y a des entreprises qui sont là, de regarder le programme Oser l'IA. Et le message est là, en fait. Oser. Vous voyez, c'est Oser l'IA, tester, expérimenter. C'est pour ça que je parlais d'expérimentation. Oser. Et puis, il y a des structures qui sont là pour vous accompagner. Voilà ma conclusion finale. Merci beaucoup, Ishraf, pour ce mot de la fin. Et ben, merci à tous et puis bon appétit. Au revoir.